Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au routage statique IPv4. Alors pour commencer, nous allons effectuer un petit test avec une transmission de paquets dans un LAN, un envoi de paquets, tout ce qu'il y a de plus simple, à partir d'une station qui a pour adresse IP 192.168.1.1 et l'interface avec une adresse MAC 01 à destination de 192.168.1.17, une interface avec adresse MAC 02. Le paquet a été formé par cet ordinateur, donc c'est, j'imagine par exemple, un message HTML encapsulé dans du TCP, puis encapsulé dans une entête IP. Donc la source 192.168.1.1, on est d'accord, 192.168.1.17, la destination. Pour l'envoyer sur le média, qui est en général un câble Ethernet, au travers de switch, il doit encapsuler le paquet, donc les données du paquet et l'entête, dans une entête Ethernet qui a comme source l'adresse MAC 0 et l'adresse MAC 02, étant donné qu'ils sont sur le même réseau. On ne va pas devoir passer par un routeur, on va passer à la limite par un switch, mais c'est de la commutation. Donc au niveau des entêtes Ethernet, eh bien le bornage est rapide, hein, c'est MAC 01 et MAC 02, comme ici pour la destination. Le paquet est transmis sur le réseau au travers un switch, deux switches, trois switches, même zéro switch, hein. On pourrait imaginer que on a juste un câble croisé entre les deux ordinateurs. Étant donné que l'adresse MAC de destination c'est MAC 02, eh bien l'ordinateur ici va le recevoir sur sa carte réseau, va décrypter l'entête Ethernet, plutôt déchiffrer l'entête Ethernet et regarder dans la destination MAC 02. Ah, MAC 02, il s'agit bien de son adresse MAC. Il va donc s'autoriser à décapsuler l'entête Ethernet pour regarder ce qu'il y a dedans. Il va regarder si la destination IP c'est bien la sienne, la destination c'est 192.168.1.17, c'est bien la sienne, et pour le coup, il va regarder ce qu'il y a dans le paquet. Alors dans le paquet, comme on a dit, il y a peut-être un segment TCP, etc. Donc ça va remonter encore les couches. Et l'ordinateur va interpréter le paquet envoyé par cet ordinateur. Deuxième cas de figure maintenant, la transmission d'un paquet d'un LAN à un autre, au travers d'un routeur. Alors la première question, qu'est-ce qu'on appelle la route par défaut, et qu'est-ce que c'est qu'une passerelle par défaut, ce qu'on appelle une passerelle de dernier recours? C'est notamment ce terme-là que je préfère. Eh bien, on n'a qu'à prendre un cas de figure assez simple avec votre ordinateur à la maison, celui de vos parents, celui de quelqu'un d'autre, d'un colocataire ou autre, et donc votre switch à la maison et votre box Orange. Si vous voulez échanger avec votre colocataire des messages, des paquets IP, eh bien vous allez passer uniquement par le switch, comme on a vu lors du premier cas. En revanche, si vous voulez envoyer un paquet à toute autre adresse, à une adresse autre qu'une adresse qui appartient à votre réseau, eh bien vous allez devoir passer par ce qu'on appelle une passerelle. Une passerelle, en général, c'est un routeur, donc en l'occurrence ici une box Orange, et vous allez devoir désigner cette passerelle dans la configuration de votre PC. Donc ici, si vous regardez dans la configuration, dans les settings, la gateway, c'est la passerelle, c'est bien l'adresse de l'interface ici qui vous mène vers l'extérieur, qui vous mène en dehors du réseau. C'est la route préférentielle qui vous mène en dehors du réseau. Si votre ordinateur ne trouve pas de destination pour un paquet qu'il veut envoyer au sein du réseau, eh bien il va devoir transmettre le paquet au routeur qui lui se chargera d'effectuer la transmission. Alors prenons un cas tout simple d'un LAN à un autre. Je veux envoyer un paquet de 192.168.1.1 à 10.29.2.1 au travers d'un routeur qui a deux interfaces, chaque interface ayant cette adresse-là et les adresses MAC associées.
Exactement la même chose que dans le premier cas, les données du paquet, donc en-tête IP et donc source et destination sont générées. Donc là on est bien d'accord que l'entête IP va contenir les adresses logiques de destination finale et de source originelle, on va dire, originale même, et donc représentée par la flèche rouge ici. Cette entête IP là ne va jamais changer au cours du transit sur le ou les réseaux. Je peux avoir 3, 4, 5 routeurs ici entre ces deux ordinateurs, ou une dizaine même. Et bien cette entête IP là ne changera jamais. Ça sera toujours l'adresse originale 192.168.1.1 et la destination finale 10.29.2.1. Dans notre cas, l'ordinateur ici sait qu'il doit envoyer son paquet au travers du routeur qui lui fait office de passerelle par défaut. Par conséquent, il va encapsuler ce paquet dans une entête Ethernet à destination de sa passerelle, et non pas à destination de l'adresse MAC finale. D'accord ? Donc ici, on va voir que l'ordinateur va envoyer cette trame là contenant le paquet à destination uniquement du routeur. Le routeur, lui, va recevoir étant donné que c'est adressé à MAC02, le routeur va recevoir cette trame, il va s'autoriser à la décapsuler étant donné que l'adresse MAC de destination était la sienne, et il va regarder la destination d'adresse IP 10.29.2.1. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas une de ses interfaces. Par conséquent, il va consulter sa table de routage, il va voir que cet ordinateur est directement accessible, il connaît, d'appeler sa table ARP, son adresse MAC, et donc, par conséquent, il va encapsuler le paquet, qui n'a pas changé, je rappelle, dans une entête Ethernet à destination de l'adresse MAC du destinataire final. Et par conséquent, l'ordinateur, comme dans l'autre cas, va recevoir la trame avec son adresse MAC qui va s'autoriser à ouvrir, à regarder dans l'entête IP, il va voir que c'est la sienne, etc., etc. Et le paquet va remonter comme ça, il va traiter les données du message. Après ce bref rappel sur les processus d'encapsulation et de décapsulation Ethernet, voyons maintenant le cœur du sujet, la table de routage. Alors moi j'aime bien comparer une table de routage avec un panneau pour un rond-point. Donc le rond-point étant le routeur. Vous arrivez sur un rond-point, vous voulez par exemple aller à Montauban, c'est votre destination finale. Vous savez que sur ce rond-point, vous allez devoir prendre la première à droite et continuer direction finale Montauban. Donc, admettons que vous êtes ici, sur ce rond-point, vous arrivez sur le rond-point encadré en rouge, là, et vous voulez aller à Montauban, vous allez prendre à droite. Le rond-point d'après, vous aurez un panneau similaire qui vous indiquera de tourner à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à la destination finale. Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que une table de routage, au même titre qu'un de ces panneaux de rond-point, va vous donner la direction, donc va vous donner la sortie pour aller dans une direction finale, dans une direction globale. Vous pouvez, admettons, si je change la route légèrement, qu'il y a une déviation à un moment donné, donc la route directe entre ces deux ronds-points là n'est plus accessible, et eh bien c'est pas pour autant que ce panneau là pour ce rond-point va changer. Le routage, entre guillemets, la table de routage de ce routeur en quelque sorte ne va pas changer, car la prochaine à droite pour Montauban c'est bien toujours la bonne route. Et ensuite chaque rond-point aura un panneau qui amènera l'automobiliste au final à la destination qu'il désire. Maintenant, le parallèle, donc, si on veut, en termes techniques, faire une espèce de conversion, eh bien, la direction Montauban, là qu'on utilise à chaque rond-point
pour une table de routage, ça va correspondre à un réseau de destination. Donc un réseau, une adresse de réseau et un masque. Je vous rappelle que l'un ne va pas sans l'autre en général. La sortie du rond-point, c'est-à-dire là on a vu pour ce rond-point là, c'était la première à droite, donc la sortie du rond-point, ça sera son équivalent sur un routeur, ça sera l'interface du routeur. L'interface du routeur à partir de laquelle le message devra être renvoyé, devra être poussé. Et l'entrée du rond-point suivant, donc celui-ci, c'est ce qu'il faut convenir d'appeler la passerelle. L'interface de la passerelle, l'interface qui vous permet d'aller sur un autre rond-point et pour avoir d'autres options pour pour prendre des routes différentes. Donc une table de routage, ça consiste en 3 voire 4 colonnes. Première colonne, c'est la destination associée à un masque. Donc une adresse soit d'hôte, soit de réseau associée à un masque. Ensuite, une adresse de passerelle. Donc je vous ai dit, l'adresse de passerelle, c'est l'adresse IP du rond-point, en quelque sorte, du routeur suivant qui vous met un petit peu plus proche de la destination finale. Et l'interface, c'est l'interface du routeur sur lequel on se trouve pour la table de routage, à partir de laquelle on va pousser le message vers une destination plus proche de la destination finale. Si on prend un réseau comme celui-ci, on a donc un petit LAN là, muni de 3 PC reliés entre eux par un switch, un routeur, un autre routeur et un serveur au final. Et bien, si je considère ce PC là, un ordinateur est également muni d'une table de routage. Ça, il faut le savoir. Dans sa table de routage, à lui, il va avoir comme destination tous les hôtes du réseau 192.168.1.0 auquel il appartient, et il peut les joindre directement, donc il n'y a pas de passerelle, il peut les joindre directement à partir de son interface Ethernet 0, qui est unique d'ailleurs. Il peut également joindre le réseau distant, qui comporte le serveur. Donc il peut également joindre ce réseau 172.16.01/16 au travers d'une passerelle. Donc sa passerelle, c'est l'interface la plus proche du routeur qui le met un petit peu plus proche sur le chemin final du serveur. Donc là, vous comprenez bien que la passerelle, c'est 192.168.1.254. Il faut forcément que l'adresse de la passerelle, soit accessible, appartienne au même réseau que le réseau auquel appartient l'interface. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, 192.168.1.254 est bien directement accessible. Si on poursuit le raisonnement, on peut se dire que, eh bien, après tout, au-delà de cette passerelle, au-delà de ce routeur, réside l'Internet. On peut donc considérer que toutes les adresses possibles et imaginables sont accessibles au travers de ce routeur. Admettons que ce soit une box, par exemple. Et bien, pour parler de ce cas de figure, pour illustrer ce cas de figure, on va utiliser non pas une adresse spécifique comme j'avais utilisé au départ, parce que je ne peux pas connaître toutes les combinaisons possibles et imaginables de tous les réseaux, de tout l'internet que j'aimerais bien joindre, mais pour illustrer ce cas, j'utilise la combinaison 0000 avec le masque 000. Tout ça, ça veut dire toutes les adresses possibles et imaginables. Si, en gros, mon ordinateur veut joindre n'importe quelle adresse autre que les adresses qui sont dans son réseau, c'est le cas là, et bien la passerelle sera 192.168.1.254. Donc s'il veut joindre n'importe quel autre hôte qui n'appartient pas à son réseau, il va devoir forcément faire transiter le paquet par ce routeur. Il va donc devoir encapsuler le paquet dans une adresse MAC à destination de l'interface du routeur 0 qui lui se chargera de la pousser plus loin. Si on continue un petit peu pour les tables de routage, on va regarder la table de routage du routeur R0. Le routeur R0 peut joindre
s'il reçoit un paquet à destination de 192.168.1.0/24, il est directement disponible. Ce réseau est directement accessible au routeur. Donc il n'y a pas de passerelle. Le routeur a déjà une patte dessus, on va dire. Et il peut le joindre grâce à son interface FA00, l'interface de gauche. Donc là j'ai pris cette convention, FA00 l'interface de gauche, FA01 l'interface de droite, c'est ceci pour les trois routeurs. Si jamais il reçoit un paquet, peu importe d'où, d'une troisième interface, de cette interface, s'il reçoit un paquet à destination de 172.16.01/16, donc ce réseau-là, eh bien la passerelle, pour lui, le paquet qui va devoir faire transiter, il va devoir l'expédier au routeur 1. Et donc la passerelle, c'est bien 10.0.0.2. Et il va devoir le faire à partir de son interface FA01. Mais ça, en général, les routeurs sont suffisamment malins pour savoir que pour joindre cette adresse-là, il va devoir forcément emprunter, il va devoir forcément l'envoyer à partir de son interface FA01. On poursuit pour le routeur 1. S'il reçoit un paquet à destination de 192.168.1.0, eh bien, sa passerelle, pour lui, c'est donc l'interface est directement accessible du prochain routeur, donc 10.0.0.1. Pareil pour 172.16.0.1 comme destination. La passerelle pour ce routeur-là, qui le rapproche un petit peu plus de la destination finale, c'est ce routeur et cette interface 20.0.0.2. Pour le routeur 2, la destination 192.168.1.0, donc cette adresse, ce réseau-là, est accessible par ce routeur 1 et par cette interface, par la passerelle 20.0.0.1. Et pour ce routeur, le réseau 172.16.0.1/16, il n'y a pas besoin de passerelle, il est directement accessible et il va pouvoir y accéder par l'interface FA01. Effectuons maintenant un petit exercice, un exemple de routage complet de paquets avec cette topologie. Donc je vais passer sur paquet de traceur, où on retrouve la même topologie. Donc j'ai donc déclaré toutes les interfaces de tous les routeurs et également de tous les hôtes et du serveur. Donc sur les hôtes, j'ai déclaré les adresses IP, mais également les adresses de gateway, comme c'est écrit, donc les adresses de passerelle par défaut, qui est pour ces trois-là, on avait dit que c'était 192.168.1.254. La même chose pour ce serveur-là. Et bien, ce serveur-là a comme adresse IP 172.16.0.1 et comme adresse de gateway 172.16.255.254, c'est-à-dire cette interface. Maintenant, je vais effectuer les déclarations de routage. Alors, on va voir tout à l'heure que déclaration de routage et table de routage, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je vais déclarer, ce sont des routes statiques. Il y a donc besoin de l'intervention d'un humain pour déclarer ces routes. Alors, je vais voir que je ne dois déclarer sur le routeur que les routes avec comme destination, par exemple, celle-ci ou celle-là. Je ne m'intéresse que à au réseau des deux extrémités. Je ne veux pas faire en sorte que ce routeur, par exemple, puisse discuter avec ce routeur-là. C'est pas la peine, c'est pas nécessaire non plus de faire en sorte que ce PC-là puisse communiquer avec ce routeur, par exemple. On s'en fiche. On veut juste faire en sorte que ce réseau-là puisse communiquer avec ce réseau-là. Je vais donc passer sur le premier routeur et je vais déclarer les routes qui sont nécessaires. J'ai donc vu que pour ce routeur 0, ce réseau-là est directement accessible. Par conséquent, le routeur aura déjà conscience que ce réseau est accessible. Je n'ai pas besoin de faire de déclaration. Je peux faire une déclaration uniquement pour ce réseau distant, là, 172.16.0.1, et il faudra que je passe par l'interface 10.0.0.2. Rappelez-vous, la passerelle pour une table de routage, c'est l'adresse de l'interface du nœud le plus proche qui nous rapproche justement de la destination finale. Donc ici je vais déclarer cette passerelle là. Donc pour joindre le réseau distant 172.16.0.0/16, donc 255 deux fois, et bien il faut que je transite par l'adresse, par la gateway 10.0.0.2.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. L'autre réseau est directement accessible pour routeur 02. Pour le routeur 0, pardon. Si je fais une visualisation, de la passerelle, de la table de routage, pardon, eh bien j'ai ceci. J'ai deux réseaux qui sont directement connectés, qu'il a directement automatiquement détecté. C'est le réseau 192.168.1.0 qui est directement connecté par l'interface FA00, cette interface là. L'autre réseau, qui est un tout petit réseau, hein, qui comporte simplement deux interfaces, c'est le réseau 10.0.0 qu'il a automatiquement trouvé. On voit le petit C là qui dit qu'il est directement connecté, il n'est donc pas de passerelle à franchir pour l'atteindre, et il est directement connecté par l'interface FA01. On voit maintenant l'effet de ma déclaration aussi avec cette déclaration, avec cette ligne de la table de routage, une ligne qui fait suite à une déclaration statique, comme on voit, avec le réseau 172.16.0/16, celui-ci, qui est disponible, qui est accessible via, au travers de l'interface 10.0.0.2. Une interface que je peux joindre directement, car elle est déjà inclue dans un réseau que je sais être sur lequel j'ai déjà une patte, pardon. Donc voilà, on a que avec une déclaration, une seule déclaration, j'ai quand même 3 lignes dans ma table de routage. Donc vous voyez un petit peu la différence entre déclaration et routage. Je vais faire la même chose pour le routeur 1. Donc le réseau 192.168.1.0/24 est accessible via l'interface 10.0.0.1. Lui, il est au milieu, donc il n'a aucune patte sur aucun des deux réseaux qui doivent communiquer ensemble. Donc le réseau 172.16.0.1 est disponible via l'interface 20.0.0.2. Donc c'est du /16, hein, vous avez bien vu, hein, 2 x 255, disponible via 20.0.0.2. Voilà, je fais un petit show IP route. Et là, j'ai deux réseaux directement accessibles, celui-ci et celui-ci. Je n'ai pas eu besoin de faire de déclaration pour ça, il a automatiquement trouvé ces deux réseaux car il a une patte sur chacun de ces réseaux. Et par contre, voilà, j'ai ces routes-là qui sont accessibles. Dès lors que les routes sont visibles dans la table de routage, ça veut dire qu'elles sont accessibles. Là, je ne change rien à ma configuration, j'ai toujours la configuration que j'ai effectuée pour, par exemple, accéder à 172.16.0.1, vous voyez ici. Donc je n'ai rien changé. Et pourtant, donc, on regarde la table de routage, vous voyez qu'elle est là. Je ne change rien à ma déclaration, mais si je supprime ce lien, déjà il va me dire que le lien est tombé. Et en plus, lorsque je fais j'essaie d'afficher à nouveau la table de routage, et eh bien cette route n'existe plus. Une table de routage, ce n'est pas une illustration des déclarations de routage, c'est simplement un snapshot, une image à un temps donné des routes qui sont vraiment disponibles. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir de cette petite démo. Si je remets à nouveau un câble, eh bien la ligne est à nouveau disponible, ce réseau est à nouveau disponible, par conséquent la passerelle est à nouveau disponible, par conséquent ce réseau a priori est à nouveau disponible. On fait un essai, voilà, la table de routage a bien été mise à jour. Je termine rapidement avec le routeur 2, qui lui n'a besoin d'avoir qu'une seule déclaration, étant donné que c'est uniquement ce réseau là
qui est inaccessible directement. Ce réseau-là est accessible pour lui. Je vais donc faire un IP route, le réseau 192.168.1.0/24 via, vous l'aurez deviné, la passerelle 20.0.0.1. Vous voyez que si j'essaie de mettre une autre passerelle, 30.0.0.1 par exemple, ah, il accepte quand même. Bon, c'est pas grave. Normalement, il n'est pas censé l'accepter. Donc je fais une petite vérification. Do show IP route pour voir ma table de routage. Et voilà. Une seule route statique, 192.168.1.0 via 20.0.0.1. Et bien maintenant, effectuons un rapide test de notre solution de routage. On a donc fait les déclarations sur tous les routeurs. J'ai rajouté ici toutes les adresses MAC de toutes les interfaces qui sont présentes dans cette topologie. Je vais donc faire un ICMP echo request en direction du serveur 1 à partir du PC 1. On voit que le test a été bien mené, donc un aller, ICMP echo request, ICMP echo reply qui est revenu. Nous on va s'intéresser que à l'aller, ICMP echo request, on va regarder en mode simulation qu'est-ce qui se passe. Déjà, comment est-ce que le PC 1 a construit sa trame? Alors, tout d'abord, il a dû générer un paquet, oui, on peut appeler ça un paquet, mais un message ICMP, qu'il a encapsulé dans de l'IP, avec comme source cette adresse IP là, 192.168.1.2, et comme destination, la destination finale, la destination du serveur, ici, 172.16.0.1. Par la suite, il s'est intéressé à savoir comment, dans quel type d'entête Ethernet est-ce qu'il va devoir l'encapsuler. Donc il a mis l'adresse source, parce qu'il connaît son adresse source, et l'adresse MAC, sachant que l'adresse IP est hors du réseau, il va devoir faire appel, et il a dû faire appel à l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP de sa passerelle. Donc l'adresse IP de sa passerelle, il l'a déjà dans sa table ARP, il sait que c'est 0, ce qui finit par 61.0.1. Et c'est bien là-dedans, destination MAC, qu'il l'a encapsulé. Donc le paquet aura toujours, tout au long de son transit ici, aura toujours ses adresses sources, cette adresse source et cette adresse destination, ça ne va jamais changer. On n'a jamais vu un facteur qui, lorsque vous envoyez une enveloppe de France en Angleterre, va changer à chaque centre de tri l'adresse sur l'enveloppe. Non. Donc c'est exactement la même analogie ici. Le paquet IP va toujours rester inchangé, hormis peut-être le TTL. On va voir ça plus tard. En revanche, à chaque tronçon, c'est-à-dire un tronçon c'est délimité par deux interfaces qui ont une adresse IP. Ici il y a un tronçon, ici il y a un tronçon, ici il y a un tronçon. À chaque tronçon, le bornage se fera par, pour la trame, se fera par adresse destination, adresse source, MAC, et à chaque fois, ce seront les adresses MAC des interfaces qui vont borner le tronçon. On va voir ça tout de suite. On continue le petit parcours. Le routeur 0 va recevoir la trame. Il va regarder, analyser l'entête de la trame. Il va se dire, tiens, c'est cette adresse MAC de destination, 61.0.1. C'est mon interface, c'est donc moi. Je m'autorise à regarder au-dessus, à voir en couche 3, qu'est-ce qu'il y a dans l'adresse IP de destination. C'est 172.16.0.1. D'accord, donc déjà ça ne me concerne pas. Ça doit être sûrement un hôte que je dois joindre par un autre moyen. Je vais donc regarder dans ma table de routage. Il fait exactement ce qu'on fait maintenant. Hein. Et il va voir, tiens, que cette adresse-là, 172.16.0.1, une adresse particulière, est incluse dans cette entrée de table de routage. Il dit, tiens, 172.16.0.1 est inclus dans la route 172.16.0.0. Par conséquent, je vais devoir faire transiter ce paquet via l'interface 10.0.0.2
via l'interface de mon routeur voisin ici. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encapsuler le paquet qu'il a découvert dans une entête Ethernet dont la source sera l'adresse IP ici, l'adresse MAC ici, et dont la destination sera l'adresse MAC là, comme on le voit ici. Source 6102, destination 2B01, etc., etc., jusqu'à l'arrivée. Donc même principe pour le routeur 1, hein. Couche 2, couche 3, on fait appel à la table de routage, puis à la table ARP pour bien faire correspondre l'adresse MAC du bornage du tronçon suivant, etc. Jusqu'à ce que le routeur 2 s'aperçoive que lorsqu'il consulte sa table de routage, qu'il voit que la destination c'est 72.16.01, le routeur 2, lui, le routeur 2, je me suis trompé de commande, va consulter sa table et va se dire tiens, 72.16.00, donc l'adresse des destinations que je dois, à qui je dois transmettre donc ce paquet là, fait partie de mon propre réseau, du réseau auquel je suis directement connecté. Par conséquent, je vais devoir encapsuler le paquet dans une entête Ethernet dont la destination c'est c'est l'adresse MAC de l'hôte lui-même, ce qu'il aura trouvé par sa table ARP. Et le serveur va pouvoir prendre le paquet et l'interpréter. Voilà. Que retenir maintenant de cette petite vidéo? Mais tout d'abord, ça c'est vraiment se le mettre bien au profond de la tête, c'est que les adresses IP d'un paquet ne changent jamais du début à la fin. Sauf cas particulier, on verra plus tard, ou vous l'avez peut-être déjà vu, avec la traduction d'adresse. C'est un cas particulier. Mais sinon, hormis ce cas-là, les adresses IP d'un paquet ne changent jamais, peu importe le nombre de routeurs qu'il traverse, peu importe les types d'équipements qu'il traverse. En revanche, les adresses MAC d'une trame, une trame qui d'ailleurs encapsule des paquets, ben les adresses MAC d'une trame changent à chaque tronçon. Donc un tronçon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un tronçon c'est deux adresses, c'est un passage délimité par deux interfaces qui comportent une adresse. Ça c'est un tronçon, ça c'est un tronçon. Donc là dans ces tronçons là, de là à là, dans ces tronçons là, eh bien les adresses MAC vont changer à chaque fois. Donc, et ce sera borné par ici le tronçon, dans ce tronçon là, l'adresse MAC source, ça c'est là, l'adresse MAC destination c'est là, dans ce tronçon là, l'adresse source celui-là, l'adresse destination celui-là. La gateway par défaut, default gateway, c'est ce qu'on appelle la passerelle de dernier recours. C'est lorsque un ordinateur ou un routeur qui doit faire transiter ou envoyer un paquet à une certaine adresse, lorsque cette adresse-là ne correspond à aucune des routes qu'il a dans sa table de routage, eh bien il va prendre la gateway qui correspond à la route de dernier recours. Vous vous souvenez, c'est le 000/0 là. Donc ça c'est, vous retenez plutôt le terme dernier recours. Il faut aussi noter la différence qu'il y a entre une déclaration de routage et une table de routage. Déclaration de routage, c'est une déclaration statique, c'est l'administrateur réseau qui le fait, et peu importe s'il a déclaré son routage très bien, si le média physique lui n'est pas disponible, et bien la table de routage ne sera pas renseignée. Une table de routage, c'est simplement un snapshot, un état des lieux à un moment donné des routes qui sont disponibles en fonction des déclarations qui ont été faites au préalable. Et dernière chose, et ça a une très grande importance, un routeur n'a pas besoin de connaître l'itinéraire entier. Je vous prends cet exemple-là. Ce routeur-là, le routeur 0, n'a pas besoin de connaître l'existence de ce routeur 2. Il connaît que le routeur 1. Il sait qu'il doit passer par routeur 1 pour au final aller se rapprocher de la destination finale. Mais il n'a aucune idée, ce routeur 0, que le routeur 2 existe. J'aurais pu rajouter 3 ou 4 routeurs ici, sans avoir rien à changer du point de vue des déclarations de ce routeur.
même chose que dans le cas des ronds-points. Voilà, eh bien je vous souhaite de bonnes révisions, et une autre vidéo va bientôt voir le jour avec le routage dynamique. Merci, au revoir.